Bonjour à toutes, à tous. Euh, pour les personnes qui nous ont déjà rejoint, petit message d'excuse, nous avons un problème technique qui empêche l'affichage de nos caméras. Donc nous sommes là, les intervenants, mais vous ne nous voyez pas. Enfin, si jamais vous nous voyez, dites-le nous, parce que nous, en tout cas, nous ne nous voyons pas. On essaie de régler ça, alors ça ne nous empêchera pas de faire le webinaire, hein, mais c'est un petit peu moins sympathique et on s'en excuse d'avance. On va attendre juste 2-3 minutes. Voilà, il y a des gens qui commencent à se connecter, donc on attend 2-3 minutes et on démarre ensuite. Merci. Bonjour aux gens qui nous rejoignent. Même message qu'à l'instant. On a un problème de caméra, donc pour l'instant, vous ne nous voyez pas. Mais nous sommes là et on va démarrer d'ici peu de temps. Est-ce que vous pourriez me confirmer que vous nous entendez bien, les personnes qui sont connectées, à défaut de nous voir dans le chat peut-être? Voilà, OK, merci beaucoup pour les petits pouces. Je vous propose qu'on démarre et puis, les autres nous rattraperont. Voilà, on a un peu plus de monde. Donc encore une fois, navrée pour les problèmes de vidéo. On a un souci technique avec la plateforme qui fait que là, pour l'instant, vous ne nous voyez pas, mais donc tous les intervenants sont là. J'espère que vous allez réussir à nous distinguer avec les voix, et sinon, je propose qu'on vous redonne nos noms quand on intervient, comme ça, vous saurez bien qui est qui. Si jamais vous rencontrez vous-même une difficulté à l'écoute, ou qu'il y a un problème d'affichage, surtout dites-le nous dans le chat. Comme on ne se voit pas, c'est un peu plus à l'aveugle. Donc n'hésitez pas à communiquer dans le chat s'il y a un souci. Donc moi je suis Caroline Vivant, associée du cabinet Caba Impact. Mais aujourd'hui, je vais jouer le rôle de la modératrice, donc je vais laisser rapidement la parole à nos trois intervenants que je vais vous présenter dans une minute. D'abord, quelques mots d'introduction. Alors, cette petite précaution, ce petit avertissement assez classique, juste pour prévenir que nous n'allons pas donner de conseils juridiques dans ce webinaire, évidemment. Ce sont des opinions et des partages d'expériences qu'on va vous partager. Donc, on a imaginé ce webinaire suite à la décision de la Commission européenne en février de simplifier les obligations en matière de reporting sur la durabilité pour les entreprises. La CSRD, c'était, pour résumer, un cadre clair, harmonisé pour le reporting extra-financier. C'était l'intégration de la durabilité dans la stratégie des entreprises via la double matérialité et surtout une impulsion pour structurer les données ESG, renforcer la transparence et la gouvernance dans les entreprises. Donc la réforme omnibus, maintenant, c'est plutôt un recul majeur sur le calendrier, le périmètre et les exigences. C'est surtout beaucoup de flou réglementaire. Et ce qui nous occupe aujourd'hui et l'objet de ce webinaire, c'est que pour les PME, ça envoie un message ambigu. Faut-il ralentir ou continuer à investir dans la durabilité? Donc si on zoome sur les PME, le recul de la CSRD, c'est effectivement, soyons quand même honnêtes, un répit administratif, peut-être pour certains un soulagement, mais c'est aussi quand même une perte de repères. Et puis une pression réglementaire qui à court terme se réduit, mais des attentes clients, elles, d'investisseurs et de partenaires qui restent élevées.
Donc, ce qui est acquis aujourd'hui, et ça c'est une bonne nouvelle, c'est que la durabilité est un sujet majeur. Selon un sondage We Are Europe paru récemment, pour faire le point sur la perception des entreprises européennes, 84% des entreprises soutiennent les objectifs de durabilité de l'Union européenne aujourd'hui. Donc CSRD ou Omnibus, peu importe, en tout cas, ils soutiennent les objectifs de durabilité. Donc ça, c'est bénéfique. Mais aujourd'hui, on peut se dire pour les PME, comment avancer? De quoi elles ont besoin? Selon nous, elles ont besoin de projets concrets, rentables, utiles. Elles ont besoin d'outils adaptés à leur taille, à leur maturité. Elles ont besoin d'une vision claire des priorités ESG, que ce soit la gouvernance, les données, la chaîne de valeur, l'impact, et puis de démarches créatrices de valeur et pas juste de charges de travail ou de charges financières. Donc c'est tout ça qu'on va aborder aujourd'hui avec nos 3 intervenants qui vont nous donner des clés pour avancer sur 4 sujets prioritaires: la formation, la double matérialité, le bilan carbone et le reporting VSME. Pour en parler, nous avons Cléran Coria, associée de Cabas Impact, Marie Blasi, consultante chez SCS Consulting. Elles vous présenteront leur société juste après. Et en grand témoin, Hugues Bousquet, chargé de projet RSE et innovation au sein de la foncière Proudreed, spécialisée dans l'immobilier d'entreprise et qui a mené plusieurs projets sur les 4 priorités qu'on vient de citer et qui pourra donc, pour chacun de ces sujets, partager son expérience. Je vais donner la parole à Cléran pour parler de la formation, mais avant ça, un petit sondage sur les difficultés que vous pouvez rencontrer aujourd'hui pour avancer sur les questions de développement durable. Voilà, vous pouvez en principe, si tout fonctionne bien, voter directement. Merci, ça bouge, c'est très bien. Alors, on pourra terminer le son. Alors, ça bouge plus, j'ai l'impression qu'on peut peut-être terminer le sondage. Et alors, j'ai pas eu le temps de voir les résultats s'afficher. Je crois que c'était le budget, j'ai l'impression, et les ressources. Je sais pas si quelqu'un a vu avant que ça se... que Oui, ça... tout à ouais, fait. c'est ça. C'était le budget, Budget et ressources les limitées. ressources qui a fait le Exactement. Eh bien, numéro 1. Cléran, justement, je te laisse la parole. On va parler d'un sujet qui potentiellement, quand on est une PME, pourrait ne pas coûter beaucoup de budget grâce aux opérateurs de compétences. Ce premier projet, donc RSE à lancer, c'est celui de la montée en compétences de vos équipes par la formation. Je suis donc Cléran Coria. Désolée à nouveau que vous ne puissiez pas nous voir aujourd'hui. Investir dans le développement des compétences, c'est un levier nécessaire, voire extrêmement puissant de la transition environnementale en particulier. Le parallèle ici, c'est vraiment celui de la transition digitale où, pour ceux qui s'en souviennent, sur une période de 25 ans, on a fait monter en compétences non seulement des développeurs informatiques, mais aussi l'ensemble des salariés des entreprises pour qu'ils soient capables de formuler des besoins auprès de leurs équipes en matière digitale et surtout d'utiliser de nombreux outils qui ont généré des gains de productivité. Sur la transition écologique, alors on n'a pas 25 ans idéalement, mais notre objectif, ça reste d'acculturer l'ensemble des salariés des entreprises sur les enjeux, le vocabulaire, les chiffres clés et bien sûr, de façon encore plus importante, à tous les leviers d'action dans leur domaine, afin qu'ils puissent prendre de meilleures décisions dans leur quotidien, qu'ils puissent s'adapter aux attentes de vos clients et qu'ils puissent répondre aux nouvelles demandes réglementaires. Pour présenter rapidement Cabas Impact et notre action dans ce domaine, donc je suis associée de ce cabinet qui est organisme de formation et cabinet de conseil spécialisé dans l'accompagnement des PME. On est certifié Calliope dans le cadre d'actions de formation dans les entreprises. On est aussi une entreprise à mission avec un média grand public que vous connaissez peut-être qui s'appelle le Cabas. Et chez nos clients PME, on intervient sur tous les aspects de la RSE, donc le bilan carbone, la formation des salariés, la définition, le suivi de la feuille de route et bien sûr la communication de leurs engagements.
Si on revient maintenant à la formation, comment est-ce que se manifeste dans vos entreprises normalement ce besoin de formation? Vous pouvez l'observer déjà auprès de vos clients. Les départements achats sont plus de la moitié aujourd'hui à déployer des clauses RSE sur lesquelles il n'est pas toujours aisé de savoir bien répondre. Parce qu'il faut trouver le bon équilibre entre la réalité des priorités économiques du contrat et de la relation que vous voulez avoir auprès de cette entreprise et des attentes parfois très ambitieuses d'une grande entreprise qui va être donneur d'ordre. La semaine dernière, pour donner un exemple, j'ai accompagné un de nos clients lors de sa soutenance RSE auprès de Orange dans une présentation parce que le vocabulaire des questionnaires et des diligences RSE demandées par les grandes entreprises sont assez nouvelles, voire assez experts. Il y a donc un besoin de formation pour bien adresser ces nouvelles demandes. La deuxième illustration de ce besoin de formation, ce sont les salariés eux-mêmes qui l'identifient et demandent à être formés pour intégrer dans toutes leurs décisions ce nouvel ingrédient qui est la durabilité. Le troisième exemple, enfin, c'est le fait que la formation peut être vue comme un levier de communication avec les salariés qui ne verraient pas forcément le sens de leur travail au quotidien. Là, sur ce chiffre, on voit que les salariés veulent travailler pour une entreprise qui a une contribution positive à l'environnement. Et la plupart des entreprises, des produits ou des services ne sont pas par définition à mission. Et pour autant, ces formations qui sont dédiées à la RSE vont permettre d'apporter un autre regard sur leur métier à tous ces salariés. Et notre conviction, c'est que presque tous les métiers peuvent être faits mieux en intégrant la RSE. Voilà donc pour le besoin. Alors concrètement, comment on procède pour mettre en œuvre un plan de développement des compétences? De façon structurée, ça incombe aux responsables RH de faire un diagnostic des talents pour identifier les axes prioritaires et les ambassadeurs de ces sujets. On a travaillé, nous, avec Manpower qui a développé un questionnaire assez bien fait, détaillé, pour vraiment faire un profil de son organisation en matière de compétences sur l'environnement. Mais en mode PME et en mode simplifié surtout, ça peut être simplement la construction par vos soins d'un sondage à tous les salariés, leur demandant de s'auto-évaluer sur l'environnement, sur l'inclusion et tout autre sujet qui soit spécifique à votre métier, mais en lien avec la RSE. Et une fois que vous avez ce premier diagnostic, vous pourrez le répéter année après année pour voir un peu comment avance cette montée en compétences et cette auto-évaluation. On l'a fait par exemple sur un client suite à un programme de formation de 7 heures qui a été réparti sur 3 mois en gros pour l'ensemble des salariés, donc c'était une PME de service. Et sur la période entre le avant et 1 an après, on a observé en moyenne 10% de progression sur l'auto-évaluation sur un certain nombre de critères. Alors 10% ça peut paraître faible, mais pour moi ça illustre que c'est un travail de long terme et on ne change pas quelqu'un en 7 heures de formation, ça prend du temps. Donc, il faut continuer année après année. Mais deuxièmement, ça montre quand même qu'en une action de formation, on peut déjà gagner 10% de nouveaux ambassadeurs de la RSE. Et en valeur absolue, c'est quand même beaucoup et un énorme potentiel d'action. Alors, quelle est la vision d'une montée en compétences réussie? Concrètement, si vous voulez évaluer la maturité de votre organisation suite à ces formations, je propose 4 indicateurs de maturité en matière de compétences des équipes. Le premier indicateur, on peut l'observer au niveau du comité de direction. Dans une PME, c'est le comité qui concentre beaucoup de pouvoir de décision et qui va donner une impulsion culturelle indispensable pour disséminer vraiment une culture RSE. Donc former le comité de direction en priorité, c'est important pour cela, mais c'est aussi légitimer le sujet de la RSE dans toute l'entreprise. Donc il faut bien commencer par le comité de direction. Et la réussite de cette formation se verra quand la stratégie d'entreprise intègre pleinement la stratégie RSE et la stratégie climat. Voilà, que ce ne sont pas deux composantes qui vivent indépendamment.
Deuxième indicateur, on observe la maturité en regardant quels sont les critères de décision dans les équipes par rapport à leur métier. Et dans une entreprise mature d'un point de vue RSE, des indicateurs RSE sont intégrés à toutes les décisions de l'entreprise et les salariés les utilisent. Par exemple, pour évaluer des fournisseurs, donc là c'est la fameuse clause RSE dont on parlait, mais c'est aussi pour recruter un nouveau salarié. On va intégrer des questions en lien avec ses connaissances et ses compétences RSE, ou bien pour concevoir un nouveau produit ou décider d'un déménagement. Troisième indicateur, cette montée en puissance, elle se manifeste quand vous avez sur les 4 ou 5 sujets métiers liés à la RSE, des experts qui commencent à être bien identifiés, bien formés et référents au sein de l'entreprise. Alors ça peut être le responsable services généraux qui devient expert en gestion de l'énergie, le responsable informatique qui va se piquer de Green IT et voilà, avoir un avis très pointu sur l'impact carbone des fournisseurs de cloud, etc., etc. Et le dernier indicateur du succès, c'est quand finalement tous les salariés sont capables de parler des engagements RSE de votre entreprise et d'y contribuer par de petites actions au quotidien. Alors, on a mis sur ce slide quelques exemples de programmes pour que ce soit un peu plus concret. Qu'est-ce que ça veut dire former à la RSE? Et donc, ce que vous voyez, c'est que dans ce domaine, ou que vous ne voyez pas plutôt, c'est qu'on fait beaucoup de sur-mesure parce qu'il faut que ce soit plutôt de la forme-action avec un grand niveau de personnalisation à votre contexte. Après, les best-sellers restent encore aujourd'hui le sujet comprendre les enjeux environnementaux ou bien le numérique responsable, mais on a de plus en plus de demandes métiers, comme Hugues va en parler, je pense, chez Proudreed. Ici, pour l'illustrer aussi, j'ai indiqué notre programme Devenir référent environnement au sein d'un hôtel ou d'un restaurant, parce qu'il y a des obligations de formation pour les audits étoilés, par exemple. Alors, Hugues, est-ce que tu peux peut-être te présenter, nous présenter ton entreprise et les actions de formation que vous avez menées? Oui, merci Cléane. Nous, Prodred, on est donc une foncière avec un patrimoine d'un peu plus de 600 bâtiments. Ce sont que des bâtiments tertiaires, donc de bureaux, des parcs d'activités, des entrepôts logistiques, etc. Et en fait, on a donc près de 1900 clients au sein de ces bâtiments qui ont des interrogations tous les jours sur la RSE, sur les sujets environnementaux, la réglementation et autres. Et donc, c'était un vrai besoin, nous, de pouvoir répondre à ces questions, à la fois à eux, mais aussi à nos autres parties prenantes qui peuvent être nos partenaires financiers, nos prestataires et autres. Et donc, il y avait vraiment ce besoin au sein des équipes Prodrid. On reste une PME quand même de 120 salariés qui doit gérer ce grand patrimoine. Donc, il y avait ce besoin de formation et de monter en compétences. Et comme disait aussi Clarane tout à l'heure, d'avoir ce vocabulaire pour permettre de répondre et de savoir comment se comporter devant les clients et comment améliorer notre stratégie RSE d'entreprise. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait effectivement appel à Kaba Impact pour mettre en place une formation sur mesure, puisque nous avons fait un prêt à impact avec l'un de nos partenaires financiers. Nous sommes engagés sur des KPIs ESG, en l'occurrence la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans nos bâtiments et la sensibilisation de nos clients, parce que ça peut être un gros levier de changer les habitudes qu'on a au sein des bâtiments. Et donc, on a formé nos équipes opérationnelles, asset managers, gestionnaires techniques et responsables de projet à différents enjeux énergie et climat sous forme de plusieurs ateliers. Il y avait un premier atelier qui était donc qu'est-ce que l'impact environnemental et le bilan carbone des bâtiments. C'était l'atelier qui permettait de mieux comprendre en fait quel impact pouvait avoir l'exploitation d'un bâtiment, quelles données il faut collecter pour pouvoir se rendre compte de cet impact, comment calculer l'impact et ensuite forcément comment agir et pouvoir réduire cet impact. Il y avait un second atelier qui était donc sur les éco-gestes et les leviers d'action à mettre en place au sein des bâtiments, qui permet mine de rien de réduire assez significativement les consommations d'énergie par exemple, les risques de fuite frigorigène pour les climatisations et autres. Et un troisième atelier qui était comment sensibiliser nos clients à ces enjeux, comment se comporter, quel vocabulaire adopter,
Aussi le fait de faire comprendre à tout le monde que c'est un dialogue et qu'on est tous entreprises, citoyens dans le même combat, entre guillemets. Et donc, cette formation nous a beaucoup aidé et a permis de faire avancer également sur beaucoup d'autres sujets qu'on avait commencé à mettre au sein de l'entreprise, notamment la collecte de données pour pouvoir évaluer les émissions de gaz à effet de serre. Merci Hugues. Merci beaucoup Hugues. Je reprends la parole. Merci pour ce témoignage. Moi je suis Marie Blasi du cabinet SCS Consulting. Voilà, peut-être en deux mots, SCS Consulting, c'est la division conseil dédiée de la marque SCS. Notre société sœur SCS Global Services célèbre ses 40 ans d'existence, au cours desquels elle s'est imposée comme un leader dans le domaine de l'élaboration de normes de durabilité, de la certification et de l'audit. SCS, comme vous le voyez sur ce slide, chapeaute également SCS Standards, qui est un organisme dédié à l'élaboration de normes, et l'initiative Global Heat Reduction qui met à profit les connaissances scientifiques sur le climat et la comptabilité climatique afin de tenter de ralentir les effets du réchauffement climatique. SCS Consulting est implanté aux États-Unis et dans l'Union européenne et nous opérons partout dans le monde. En particulier, nous accompagnons nos clients sur leurs projets de reporting, donc dans différents cadres existants, le GRI, l'ISSB ou encore la CSRD ou le VSME dont on va parler plus tard, sur leurs projets de notation EcoVadis ou encore dans le cadre du Carbon Disclosure Project. Nous sommes aussi en soutien sur la mise en conformité face à la réglementation européenne concernant la déforestation ou le mécanisme d'ajustement du carbone aux frontières. Et pour finir, nous intervenons en tant que conseil technique dans le cadre de projets à fort impact ou à forte dépendance environnementale. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, donc la double matérialité. Vous avez certainement entendu ce terme ces derniers mois. C'était difficile d'y échapper, très honnêtement, pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un concept qui est au cœur de la CSRD et qu'on a beaucoup parlé CSRD ces derniers mois. Parce que la double matérialité aussi, il faut bien en avoir conscience, c'est une véritable innovation. La plupart des reportings de durabilité se font aujourd'hui dans les autres référentiels en matérialité financière ou en matérialité d'impact. Donc là, ce que propose l'Union européenne, c'est de combiner les deux. Et enfin, on en a beaucoup entendu parler parce qu'on a compris que c'était un exercice qui était présenté comme assez complexe, parfois complexe en tout cas, et en tout état de cause très utile. Pour le moment, dans le cadre des évolutions de la CSRD et de l'omnibus dont a parlé Caroline en introduction, la double matérialité en tant que principe reste au cœur de la CSRD. C'est important de le savoir. Évidemment, si vous êtes là en tant que PME, vous n'avez peut-être jamais été concerné par la CSRD ou vous ne l'êtes plus. Et donc, vous vous demandez peut-être pourquoi nous avons tout de même pensé intéressant de vous parler de double matérialité. Alors, rapidement, revenons sur ce que c'est que le concept de matérialité. C'est un concept technique qu'on retrouve, par exemple, en comptabilité. Quand on parle de matérialité ou quand on parle d'une information matérielle, on parle en fait d'une information importante, une information pertinente et une information qui doit être communiquée dans le cadre du processus de décision parce qu'elle pourrait avoir un impact justement sur la prise de décision en interne par votre comité de direction, par votre direction des ventes, par votre direction technique, etc. Et aussi en externe par disons, votre établissement bancaire, par exemple, ou vos clients. Donc l'idée de l'analyse de matérialité, c'est simplement finalement d'identifier les informations pertinentes qui doivent être transmises aux parties prenantes pour qu'elles puissent prendre des décisions de manière éclairée. Et donc cette information pertinente, elle peut être financière, elle peut aussi être extra-financière. Donc finalement, c'est quoi l'analyse de double matérialité? En fait, c'est un exercice dans lequel on va se poser deux questions. D'abord, enfin, on va s'en poser deux pour commencer, et puis après, on va s'en poser beaucoup. Mais donc, on va commencer par deux questions simples. D'abord, comment l'environnement, le changement climatique, les sujets sociaux peuvent-ils avoir un impact sur mon activité et donc sur ma performance, disons, financière?
Donc ici, on va parler de risques. Par exemple, quels sont les risques de rupture de ma chaîne d'approvisionnement parce que risque d'inondation, par exemple, là où mes entrepôts sont localisés, mes risques réputationnels. Voilà, on va parler de risques et on va aussi parler d'opportunités parce que peut-être que justement vous êtes sur une ligne d'activité qui peut contribuer positivement à l'un ou l'autre de ces sujets environnementaux ou parce que vous voyez là une opportunité de faire évoluer votre modèle d'affaires. Donc ça va être plutôt la matérialité financière. Et ensuite, de l'autre côté, l'autre question qu'on va se poser, c'est comment finalement l'activité de mon organisation impacte-t-elle de manière positive ou négative l'environnement ou la société. Donc, imaginons que vous soyez une PME dans l'agroalimentaire, vous êtes dépendant d'agriculteurs ou de l'élevage, etc. Vous allez prendre le sujet de l'eau, par exemple. Vous pouvez considérer que le changement climatique constitue un risque parce qu'il y a une récurrence accrue des périodes de sécheresse et donc ça peut avoir un impact à la fin sur vos approvisionnements en matières premières et sur vos opérations et donc sur vos résultats parce que si il n'y a pas suffisamment d'eau pour faire pousser les plantes que vous utilisez ou pour nourrir les bêtes qui vont vous fournir votre matière première, vous n'allez pas pouvoir, vous allez peut-être avoir un problème de production. Et d'un autre côté, en tant qu'entreprise, vous prélevez de l'eau aussi sur des réseaux partagés avec d'autres exploitations industrielles, avec les autres agriculteurs de la région, les habitants de la ville d'à côté, etc. Vos opérations ont un impact et vous devez pouvoir mesurer cet impact, le suivre et éventuellement tenter de le limiter. Et c'est d'ailleurs aussi une opportunité parce que vous pouvez, une fois que vous avez cette vision bien claire de la situation, vous pouvez penser à mettre en place des approches collectives, justement avec toutes les parties prenantes alentour, pour une meilleure gestion de la ressource que vous exploitez en commun. Alors, maintenant, pourquoi est-ce que ça aurait du sens de faire une double matérialité, une DMA, quand on est une PME? Donc, évidemment, vous êtes peut-être hors périmètre CSRD. Est-ce que vraiment on a besoin de s'attarder là-dessus? Nous, on pense que, en fait, la double matérialité, c'est vraiment une opportunité pour les entreprises, quelle que soit leur taille. Et évidemment, on peut adapter la complexité, entre guillemets, de l'exercice justement à la taille de l'organisation. Nous pensons que les entreprises ont tout à gagner à aborder en fait les sujets de durabilité au travers de la double matérialité parce que ça en fait un sujet de business et de stratégie, et ça, Clara en a déjà parlé sur la formation, autant qu'un sujet de durabilité. Et d'ailleurs, c'est une petite anecdote qui n'est sûrement pas un cas isolé. Nous discutons avec une entreprise dans la mobilité électrique qui était dans la vague 2, donc qui devait reporter en 2026 sur 2025. Évidemment, donc cette entreprise s'était mise en ordre de marche pour lancer son analyse de double matérialité. Avec l'omnibus, elle a mis logiquement en pause ses efforts et finalement, 2 mois plus tard, ce sont ses investisseurs, donc c'est une entreprise qui est financée par des fonds d'investissement français et étrangers. Ces investisseurs ont demandé à cette entreprise de s'y remettre dès maintenant et de vraiment lancer l'exercice de DMA. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Nous avons plusieurs idées sur le sujet. D'abord, la double matérialité peut être l'occasion de poser les premières briques d'un système de gestion des risques si vous n'en avez pas. Donc, pas forcément quelque chose de compliqué, pas 300 indicateurs, mais un tableau de bord efficace qui vous sera réellement utile. Ensuite, cette analyse, elle va aussi vous permettre d'identifier les sujets qui ont trait à votre modèle d'affaires et à votre chaîne de valeur, à vos partenaires, à vos fournisseurs, etc., qui doivent être traités. Donc, ils vont éclairer la feuille de route RSE avec une nouvelle lumière, en fait, et cette analyse va vous permettre, en théorie, de vous concentrer sur ce qui va avoir le plus d'impact sur votre business. Il faut vraiment en faire un exercice utile. Et enfin, et c'est pas du tout une vue de l'esprit, c'est aussi l'occasion vraiment d'identifier des opportunités. Et ça fait totalement partie de l'exercice puisqu'on est sur les impacts, les risques et les opportunités. Et c'est aussi en cela que c'est un exercice stratégique parce que c'est là que vous allez, par exemple, identifier la possibilité de développer des initiatives collectives comme celles que j'ai évoquées plus haut, peut-être une nouvelle offre, peut-être la possibilité d'avoir accès justement à des financements ou à des subventions en lien avec une action particulière que vous menez autour de la durabilité. Donc, c'est un exercice
qui est vraiment porteur d'opportunités. Alors, concrètement, comment est-ce qu'on fait une analyse de double matérialité? Il faut avoir en tête que la double matérialité, c'est un projet qui doit être géré en tant que tel. On ne fait pas une DMA sur un coin de table. Quand je vous parlerai du reporting, c'est exactement la même chose. Ce sont des projets. Et donc, comme dans tout projet, il faut d'abord s'assurer du soutien de la direction. Et Clara en a parlé pour la formation, c'est exactement pareil pour l'analyse de double matérialité. Il faut que dans votre comité de direction, vous ayez du soutien, donc au moins une personne qui soit convaincue du bien fondé, de l'utilité réelle de cette initiative. Ce sera votre sponsor. Et ensuite, vous aurez besoin d'un chef de projet. Ce ne sera pas forcément un job à plein temps, mais il faut que cette personne puisse libérer du temps et surtout qu'elle puisse avoir accès à des ressources. Alors, les ressources, ça va être le comité de direction qui va devoir être sollicité et qui devra se rendre disponible, mais aussi des relais dans différentes fonctions. Une analyse de double matérialité, comme vous le voyez sur cette slide, vraiment, c'est tout à fait transverse, en fait. Donc, il est fondamental d'identifier des interlocuteurs dans les différentes fonctions. Après, comme je le disais tout à l'heure, on peut faire une analyse de double matérialité avec plus ou moins de détails. L'idée, c'est toujours la proportionnalité de l'approche. On a beaucoup parlé de ce terme aussi. C'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Et je pense que c'est aussi intéressant et important de se projeter dans l'idée que c'est une démarche itérative. Vous allez faire une première analyse en année 1, vous allez dégrossir les sujets, et puis peut-être qu'en année 2, vous allez creuser certains aspects, et au fur et à mesure, vous allez vous améliorer. Ce n'est pas un exercice qu'on fait une fois pour toutes, en fait. Et ce n'est pas un exercice dans lequel il faut viser la perfection ou la transparence totale. On veut avant tout en faire un exercice utile pour vous, entreprise. Donc, pour chacune de ces étapes que vous voyez là, comprendre le contexte, identifier les IRO, identifier, engager les parties prenantes et évaluer et prioriser, on peut moduler le niveau de détail. Et ce que nous avons constaté chez nos clients, c'est que cette analyse de double matérialité a permis d'abord d'établir un nouveau diagnostic sur leurs opérations. Par exemple, on a un de nos clients qui est une société dans le secteur du mobilier de jardin qui s'est rendu compte que selon ses lignes de produits et ses sites de production, les pratiques en matière de déchets dangereux pour les peintures, les huiles, les solvants, etc., n'étaient pas du tout uniformes selon les sites. Donc, il y avait vraiment quelque chose à faire là-dessus. On a un autre client qui est une petite mutuelle qui s'est rendu compte en faisant cette analyse qu'un des risques majeurs, c'était un risque lié à la cybersécurité. Donc pareil, là, un travail de fond à faire sur ce sujet-là pour préserver ces opérations. Sur un autre thème, on a un client qui a pu basculer, qui a pu créer une nouvelle offre dans le domaine des matériaux de construction, qui a pu développer une offre autour des matériaux recyclés, lui permettant d'exploiter les chutes de certains produits et donc de créer un nouveau business. Donc voilà, en conclusion, beaucoup de bénéfices à attendre de cet exercice et on a la chance d'avoir Hugues avec nous aujourd'hui. Hugues, vous avez fait chez Prodrid cette analyse de double matérialité. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la façon dont s'est déroulé ce projet et des bénéfices que vous en avez tirés? Oui, tout à fait. Nous, Prodrid, on avait deux des critères qui faisaient qu'on devait être dans la vague 2 et donc déclarer en 2026 un rapport de durabilité sur l'année 2025. Et donc, on est passé par l'analyse de double matérialité qu'on a mis en place assez vite, mais qui nous a effectivement pris quand même pas mal de temps pour bien trouver nos marques et s'assurer qu'elles étaient pertinentes. Et franchement, on a beaucoup aimé cet exercice parce que ça nous a réellement permis de nous réinterroger sur les enjeux qui sont réellement matériels pour nous, à l'aide à la fois de nos collaborateurs, que ça a permis aussi d'engager et de découvrir un petit peu la vision qu'ils avaient de la RSE chez Prodrid, mais aussi à l'aide de nos parties prenantes, ce qui a permis aussi de voir quelle vision eux avaient de la RSE, quels étaient leurs propres enjeux, et ils nous ont aussi donné de très bons conseils pour ça. On a découvert aussi quelques risques financiers pour notre business,
que du coup on a mis les warnings qu'il faut et qu'on va essayer de gérer au mieux sur les années à venir. Et ça nous a aussi permis de prioriser les sujets. En RSE, on a très souvent envie de tout faire, un peu de partir partout. Mais là, le fait de vraiment préciser nos enjeux matériels, ça nous a permis de nous focus et d'avancer beaucoup plus vite depuis qu'on a fait cette analyse de double matérialité. Et donc, notre maigre expérience, ça va être de dire que c'est un très bon exercice et qu'il ne faut pas attendre 2028 pour le faire parce que ça peut, au-delà de la CSRD, du cadre réglementaire, ça peut vraiment aider l'entreprise et les collaborateurs à justifier un petit peu les plans d'action, la RSE et les enjeux. Super, merci beaucoup Hugues pour ce retour d'expérience et sur les bénéfices que vous avez pu tirer de... c'est vraiment intéressant d'avoir le retour concret de quelqu'un qui a utilisé cet outil. Alors voilà, on va vous proposer un deuxième sondage. Quels sont les thèmes liés au développement durable qui figurent en tête de votre liste de priorités? Voilà, on aimerait bien savoir si vous êtes plutôt focalisé sur les sujets liés au climat, si vous vous intéressez aussi aux sujets eau, biodiversité, si dans vos organisations vous parlez résilience du modèle d'affaires. Voilà, il y a peut-être 1, 2, 3 sujets que vous mettriez en tête des préoccupations de votre organisation. Alors là, je vois que nous avons le risque climatique, la gouvernance et le reporting. Et alors, étonnamment, j'avoue, personne ne semble s'intéresser trop encore au sujet de l'eau et de la biodiversité, mais c'est peut-être des sujets qui vont gagner en importance, surtout suite au sommet qu'on vient d'avoir sur les océans. Donc voyons, ce sera intéressant de savoir dans quelques mois comment cette liste évolue. Voilà. Claire-Anne, je te repasse la parole sur le bilan carbone. Merci Marie. Donc le bilan carbone, qu'est-ce que c'est? C'est un bilan des gaz à effet de serre émis par une organisation. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, c'est vraiment le point de départ de sa trajectoire de réduction de ses émissions carbone. Et cela peut faire, comme la matrice de matérialité, émerger des projets business assez intéressants. Donc, on va déjà commencer par le contexte réglementaire pour évacuer ça rapidement. Vous le savez peut-être, mais en gros, aujourd'hui, c'est assez simple. Il n'y a une obligation de reporting GES que pour les entreprises de plus de 500 salariés en France. La CSRD crée cette obligation pour les entreprises plus petites aussi, mais donc c'est décalé. On reste à 500 salariés, en tout cas pour les 2 prochaines années. Pour celles qui sont donc pas soumises à cette obligation, c'est l'essentiel des PME, on observe qu'elles sont cependant de plus en plus nombreuses à réaliser leur bilan et à le faire régulièrement. Par sondage, nous on estime qu'elles sont 20% à l'avoir déjà fait et 80% à projeter de le faire. Alors pourquoi? 3 raisons principales. La première est commerciale. Dans les appels d'offres, de plus en plus, notamment publics, on vous demande de produire un justificatif de votre trajectoire carbone, donc avec évidemment le dernier bilan réalisé et vos projets de réduction à 3 ou 4 ans. Deuxième raison, c'est dans le cadre de certifications type EcoVadis où il faut produire un bilan qui a moins de 2 ans, ou les labellisations type Bicorp ou Lucie. Et enfin, dernière raison déjà évoquée sur la matrice de matérialité, pour obtenir des financements. Banquiers et fonds d'investissement ont eux-mêmes des obligations assez importantes de suivi de leurs investissements d'un point de vue gaz à effet de serre. Alors, c'est pas forcément les meilleures raisons pour lesquelles faire son bilan, mais ce sont déjà des raisons suffisantes. L'autre raison, qui est probablement celle de vos donneurs d'ordre, porte sur le fait d'anticiper la durabilité de son entreprise dans un contexte de réchauffement climatique qui va impacter de façon plus ou moins importante certaines activités à horizon 15 ans. Voilà, dans le bilan, on devrait pouvoir identifier, quand il est bien fait, quels sont les principaux postes. Alors, les 3 ingrédients d'un bilan carbone, encore une fois, pour ceux qui ne l'ont jamais fait, c'est un calcul.
voilà, réalisé par un expert certifié. Deuxièmement, la définition d'une trajectoire. Donc, on a le point de départ en tonnes d'équivalent CO2. On se fixe un objectif à 3-4 ans, voire plus long terme. Et la définition du plan d'action. L'essentiel dans notre expérience de la valeur d'un bilan carbone provient de cette dernière étape, celle du plan d'action. Mais c'est aussi la plus difficile à négocier avec vous, avec nos clients, parce qu'elle prend du temps, notamment de la direction. Il faut trouver ce temps pour faire des arbitrages, pour que le plan d'action soit vraiment actionné à l'issue de la mission. C'est des arbitrages parfois financiers, mais pas que, aussi de ressources. Typiquement, c'est l'investissement dans une flotte de véhicules électriques, la redéfinition de la politique d'achat, le fait de lancer un atelier d'éco-conception, voilà. Et les PME ont très peu de temps, donc cette partie est difficile. Pour autant, qu'est-ce que vous pouvez attendre d'un bilan carbone et du suivi de vos gaz à effet de serre? 3 choses selon nous. Premièrement, le fait de catalyser votre réflexion sur la transition environnementale, comme l'a mentionné Hugues et Marie, c'est vrai que c'est un moment où tout le monde va converger vers quelques projets clés. Alors, on a la réunion de lancement du bilan et la réunion de restitution, où sont conviés la direction notamment. Ça va mobiliser donc des personnes qui, à un moment, vont ressortir avec des conclusions sur l'ambition qu'elles souhaitent donner à la réduction de ces émissions et les 3-4 projets prioritaires. Deuxième bénéfice, c'est le fait de mettre en lumière environ 5 indicateurs, c'est rarement plus, qui font 95% de votre bilan carbone. Et ces indicateurs, vous pouvez les reporter de façon mensuelle sans que ce soit compliqué, mais pendant le bilan, vous les aurez identifiés. C'est en tout cas, à mon avis, le meilleur outcome du bilan, que vous ayez tous compris dans l'entreprise d'où vient vraiment l'empreinte carbone. Souvent, on sous-estime l'impact, par exemple, des matières premières, on va surestimer les déchets ménagers, etc. Voilà, donc à l'issue d'un bilan, on a les 5 chiffres à suivre pour s'assurer d'être sur le bon chemin. Et enfin, le bilan va permettre, encore une fois, de vérifier que sa stratégie d'entreprise est durable. Alors, un exemple, si vous veniez de mettre au rebut une gamme de produits en bois dont l'impact est 1/6 d'un point de vue GES de l'impact de cette gamme que vous avez développée en plastique, vous serez peut-être incité à intégrer à nouveau l'éco-conception rapidement dans votre stratégie produit. Hugues, est-ce que tu peux à nouveau nous partager ton expérience côté bilan carbone, s'il te plaît? Ah mince, pardon, je ne sais pas si vous m'entendiez. Oui, on t'entend maintenant. Coupé. Oui, donc je disais, nous, chez Prodrid, on a opté pour un bilan carbone en 3 volets. Un qui porte sur le volet exploitation de nos bâtiments, avec les consommations d'énergie des bâtiments, le gaz et compagnie. Un qui porte sur notre volet construction, puisqu'on construit aussi pour ensuite garder en patrimoine et louer. Et donc effectivement, comme tu le disais, Claire-Anne, les matières premières sont vraiment des choses à prendre en compte. Et un troisième volet qui est le volet un peu corporate, dans lequel va rentrer la flotte de véhicules, nos propres bureaux et puis l'activité de nos collaborateurs. Et en fait, donc en faisant ce bilan carbone, on a découvert pas mal de choses. Ça nous a permis effectivement de mieux cadrer notre stratégie RSE et plus particulièrement notre stratégie climat, et en fait de savoir ce qui émet le plus de gaz à effet de serre dans notre activité. On a eu quelques surprises. Finalement, notre flotte de véhicules a certes un bilan important, mais largement en dessous de notre activité de construction, et notre activité d'exploitation qu'on pensait très émissif, l'est un petit peu moins que ce qu'on pensait, et surtout que notre activité de construction. Et donc, grâce à ce bilan carbone, ça nous a permis ensuite de pouvoir mettre en place une trajectoire et de partager les efforts entre les différents métiers au sein de Prodrid. Et comme ça évite que ce soit seulement un métier ou plusieurs collaborateurs qui portent tous les efforts sur eux, mais bien tout le monde. Et enfin, je terminerai par dire que la formation, et notamment celle qu'on a pu faire ensemble avec Claire-Anne et Caroline, nous a beaucoup aidé et a permis aux collaborateurs d'un peu mieux comprendre qu'est-ce que ces émissions de gaz à effet de serre,
quels sont les impacts réels et comment agir. Merci Hugues. On va aborder notre dernier sujet. Voilà, et alors je reprends la main pour vous parler un peu du reporting VSME. Donc, vous, PME, hein, vous savez bien ce que c'est que de devoir remplir plusieurs questionnaires qui sont liés aux thématiques ESG, dans lesquels vous allez devoir donner un certain nombre de répondre à un certain nombre de questions. Ces demandes, elles peuvent venir des banques qui vous prêtent, elles peuvent venir des fonds qui vous financent, de vos clients. Et elles se ressemblent, mais elles ne se recoupent pas toujours tout à fait, malheureusement. Donc, voilà, c'est un travail supplémentaire. Et même si certains acteurs, comme par exemple France Invest, font des efforts vers une harmonisation des questionnaires, on sait que ça représente un travail, une quantité de travail tout à fait significative. Donc, l'intérêt de la VSME, donc la VSME, c'est un standard volontaire qui a été à l'origine élaboré par les FRAG, donc le comité qui a aussi créé les ESRS, donc les standards de reporting de durabilité européens. Et donc, les FRAG a élaboré ce standard volontaire de VSME pour alléger vos efforts de reporting. C'est vraiment une initiative qui a pour but, en gros, de vous faciliter la vie. Et donc, il a été élaboré pour les PME non cotées qui voudraient émettre un rapport ESG sans y être contraints par la réglementation. Et donc là, les FRAG a identifié un ensemble proportionné d'indicateurs qui pourraient remplacer de manière crédible et harmonisée ces différents questionnaires dont on a parlé tout à l'heure. Il faut noter que la maternité, et en particulier la double maternité, ne fait pas du tout partie de ce module. Donc, on peut reporter tout à fait dans le cadre du VSME sans faire de double maternité, même si nous, évidemment, on vous suggère fortement de le faire pour toutes les raisons stratégiques et business qu'on a évoquées plus haut. Voilà, peut-être pour remettre quand même le VSME dans son nouveau contexte, dans le contexte de l'omnibus, il faut savoir que la Commission aujourd'hui propose que ce standard soit applicable à toutes les organisations hors du périmètre de la CSRD, donc potentiellement toutes les entreprises en dessous du seuil qui sera déterminé. Aujourd'hui, la proposition de la Commission, c'est 1000 salariés. Et un autre point qui est intéressant, c'est que la Commission propose d'utiliser ce standard comme, vous avez peut-être vu passer la notion de value chain cap, donc utiliser ce standard comme une protection pour les PME qui limiterait en fait les demandes de données ESG, soit par vos grands donneurs d'ordre, soit par les institutions financières. Donc, voilà, pour éviter justement un travail administratif de réponse à des questionnaires sans fin. Donc, l'idée, ce serait que si vous avez si vous avez émis un reporting VSME, on ne peut pas vous demander plus que ce qui est contenu dans ce reporting. Voilà. Alors, pourquoi faire un rapport volontaire dans le cadre du VSME? Moi, je voulais vous proposer de vous poser quelques questions importantes. En fait, voilà, quelle que soit votre taille, vous pouvez décider d'exploiter ce standard et aussi, est très important, comme en double maternité, vous pouvez y aller étape par étape. Ce qui est important, il me semble, c'est de rester en mouvement sur les sujets de durabilité et de réfléchir quand même au reporting, qui est une première étape vers la communication de données que certaines parties prenantes pourraient exiger de vous. Et c'est aussi une première étape vers une transformation éventuelle de vos processus ou une consolidation de votre modèle d'affaires ou de votre chaîne de valeur, parce que ça va vous permettre d'avoir dans le viseur des indicateurs additionnels que vous n'avez pas forcément l'habitude de suivre. Donc, c'est un outil de communication, de reporting, de communication, pardon, un outil stratégique, un outil de pilotage. Donc, les questions que je vous invite à vous poser, c'est finalement, est-ce que mon entreprise peut tirer profit d'une communication plus soutenue concernant les impacts, les risques, les opportunités? Quels sont les besoins de mes parties prenantes? Si je pense à la compétition, à mes concurrents, comment les cadres de reporting volontaire bénéficient-ils à mes concurrents si ceux-ci émettent un reporting? Est-ce que ça leur permet d'avoir accès à plus d'informations que moi sur l'évolution du marché? Est-ce que ça leur permet de mieux se positionner commercialement? Est-ce que ça leur donne accès à des informations sur la manière dont ils devraient modifier leur stratégie ou leur modèle économique? Et est-ce que cet écart d'information, finalement, va nuire à mon activité? Voilà les sujets que vous
que vous pouvez poser sur la table. C'est intéressant de voir aussi que l'EFRAG a mené une analyse coût-bénéfice et identifié des gains financiers directs après une première année d'investissement pour le premier apport, donc des réductions de taux d'emprunt bancaire, des augmentations de l'accès au crédit durable et aussi des gains en business et en compétitivité, notamment avec des accès facilités au marché public vert, une attractivité renforcée pour les talents, etc. Donc en clair, une PME qui adopte la VSME deviendrait plus attractive pour les banques, les investisseurs, les clients et ses talents. Donc la VSME propose 2 modules, un module de base et un module complet. Si vous faites le module complet, eh bien, vous devez aussi remplir le module de base. Et je voudrais vous montrer les différences qui peuvent exister entre ces 2 modules. Donc le module de base, il est destiné principalement aux micro-PME. Et pour donner un exemple, par exemple, sur le module de base, quand on parle d'énergie et d'émissions, là, on va vous demander seulement de déclarer la consommation totale d'énergie en mégawattheure, les émissions de GES, scope 1 et 2, et votre intensité carbone en émissions brutes. Alors que si vous optez pour le module complet, vous allez aller un peu plus loin. On va vous demander de mesurer aussi vos émissions, par exemple scope 3. On va vous demander aussi les objectifs de réduction d'émissions et un éventuel plan de transition qui reboucle tout à fait avec ce qu'a présenté Clarane tout à l'heure. Donc voilà, Hugues, voilà, je suis curieuse maintenant de savoir où vous en êtes, vous, chez Proudread, en matière de reporting. Est-ce que vous avez tout mis en pause ou est-ce que vous continuez vos efforts dans ce sens? Non, effectivement, nous, on n'a pas tout mis en pause pour les raisons que vous venez de citer, Marie, c'est que on est convaincu que le VSME va être un bon outil pour nous, déjà parce qu'on n'a pas trop le choix dans le sens où certains de nos partenaires, et particulièrement les partenaires financiers, nous demandent de répondre à des obligations de reporting qui finalement correspondent beaucoup à ce qui est demandé dans le VSME. En plus, parce qu'on est convaincu que par rapport à des concurrents qui n'auront pas fait l'exercice, on aura pris de l'avance et on pourra un petit peu se démarquer. Et puis aussi pour continuer dans la lancée sur laquelle nous nous étions mis pour la CSRD, car il faut pas oublier qu'en 2028, on risque d'être à nouveau confronté à la CSRD, et on sera bien content à ce moment-là d'avoir anticipé et d'avoir déjà prévu les réponses à ces différents ESRS. On est quand même soulagé, il faut dire, d'avoir un standard qui est en fait bien plus simple quand même que la CSRD, avec beaucoup moins de SRS. Quand on avait lu les premiers data points au sein de la CSRD, qu'on a vu toutes les politiques qu'il fallait avoir et le niveau de détail dans lequel il fallait rentrer, on est quand même content d'avoir 2 années de plus et un standard simplifié pour pouvoir s'entraîner et se préparer à améliorer toutes ces politiques et à pouvoir être prêt et toujours améliorer notre stratégie RSE. Oui, et puis d'autant que les ESRS vont être aussi simplifiés a priori, hein, puisque l'EFRAG travaille justement sur la simplification des ESRS. Donc c'est intéressant. En fait, vous dites que vous allez faire une VSME et ça sera un peu une marche vers un rapport CSRD qui de toute façon sera très très probablement simplifié. Exactement. On est quand même content que ce soit simplifié. Je pense que pour un calendrier aussi serré qu'une déclaration début 2026, on va se contenter des ESRS qu'on a hâte de connaître et leur version simplifiée. Par contre, on garde en tête quand même les ESRS version CSRD et où est-ce qu'on doit arriver au final. Très bien, merci beaucoup Hugues. Merci à vous. Merci à tous les trois. Marie, tu avais terminé sur la VSME? Oui, tout à fait. Très bien, merci à tous. Comme je vous le disais dans le chat, on l'a pas reprécisé au début, mais bien sûr, les questions sont les bienvenues. Donc, je vais tout de suite en prendre une. Vous pouvez les poser dans le petit onglet questions ou chat, c'est pas grave, on les trouvera. Mais première question, est-ce que la mise en place de la VSME est payante? Donc, question pour toi, Marie. Alors, c'est une très bonne question. La mise en place de la VSME n'est pas du tout payante. Le standard est disponible en fait gratuitement. Évidemment, c'est sur le site de l'EFRAG. L'EFRAG a fait beaucoup d'efforts pour rendre aussi ce standard accessible.
En théorie, vous n'avez pas besoin forcément d'un accompagnement, par exemple par une société comme la nôtre, pour réaliser ce type de reporting. Alors qu'avec la CSRD, honnêtement, c'était un peu compliqué d'y aller seul. Là, je pense notamment au module de base. Le module de base, il a été créé pour des micro-PME. Il est quand même relativement simple, donc vous pouvez tout à fait démarrer ça et c'est totalement gratuit. Je vous invite à aller sur le site de l'EFRAG et à découvrir tout l'écosystème que l'EFRAG essaye de bâtir autour de ce standard. C'est vraiment une initiative intéressante qui a pour but de profiter à toutes les PME européennes. Merci Marie. Autre question sur les aspects financiers, cette fois pour Claire-Anne. Est-ce qu'il y a des aides financières pour les PME, puisqu'on zoome sur les PME aujourd'hui, pour lancer tous les projets dont on parle, et y compris la formation? Tu en as rapidement parlé au début. Oui, alors il y a de nombreuses aides pour les PME, mais il y a évidemment plusieurs guichets, donc on va pas faire la liste exhaustive aujourd'hui. Au niveau national, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est l'ADEME en partenariat avec la BPI qui orchestre l'essentiel des aides sur la partie environnement. Sans m'étendre donc sur le détail, en national, au-delà de la BPI et de l'ADEME, vous avez les CCI en local, les régions qui font des appels à projets spécifiques liés au territoire. Côté BPI, donc, il y a deux dispositifs qui sont très intéressants et à destination des PME. Le premier, c'est le DIAG. Alors, DIAG décarbonation pour le bilan carbone. Vous allez sur le site de la BPI, vous le trouverez. Donc, c'est une subvention pour le premier bilan carbone des PME. Et c'est aussi, une fois que vous avez fait votre premier bilan carbone, c'est le dispositif Acte Pas à Pas, qui est financé à hauteur de 70 à 90% pour les PME et qui vous permet de faire une stratégie climat et de vous faire retomber quand même sur la partie environnement, en tout cas, sur le SRS 1 donc de la CSRD, donc un bel accompagnement financé par la BPI. Enfin, vous pouvez vous tourner sur la partie formation, là cette fois vers votre OPCO, puisqu'ils ont des budgets verts qui ont été définis notamment au niveau européen et donc fléchés pour la transition environnementale avec un très bon niveau de prise en charge, mais là ça dépend de votre région, de votre OPCO. Donc ce qu'il faut, c'est soumettre le programme et voir quel est le niveau de prise en charge. Merci beaucoup Claire-Anne. Et puis il y avait une question aussi sur la formation, mais cette fois, je pense toujours pour avoir du témoignage, de retour d'expérience pour Hugues. Hugues, tu nous disais tout à l'heure que notamment dans la réalisation aussi du bilan carbone, ça avait été aidant d'avoir suivi ces formations, mais pour l'ensemble des salariés qui, eux, n'ont pas forcément suivi le bilan carbone ou été impliqués dans la double matérialité, comment ça s'est traduit concrètement dans leur vie de tous les jours au travail, d'avoir suivi cette formation? Qu'est-ce que ça a changé? Oui, en effet, oui, ça leur a permis plusieurs choses, à la fois d'avoir le vocabulaire, de mieux comprendre quelles sont les données à collecter, qu'est-ce qu'on attend de tout ça, aussi d'avoir une vision un petit peu plus précise sur tout simplement ce que sont les émissions de gaz à effet de serre. Faut dire qu'en plus, nous, on a poursuivi, et toujours avec vous, avec la fresque du climat, l'atelier de la fresque du climat qu'on a réalisé du coup pour l'ensemble de nos collaborateurs l'année dernière, et qui a permis à tout le monde alors il y a un côté un peu voilà, il faut agir, sinon le monde va changer et les risques climatiques sont bien présents, mais il y a aussi un côté pédagogique qui permet à tout le monde de savoir comment agir, quelle est l'aide qu'il peut apporter à la fois dans son travail, mais aussi chez lui en tant que citoyen. Oui, c'est vrai qu'on avait aussi travaillé sur l'aspect sensibilisation et tout simplement prise de conscience à titre professionnel, mais aussi personnel. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat ou dans l'espace questions? Il y avait une question sur peut-être pour Marie, du coup, sur la mise à disposition du replay. Est-ce que il sera envoyé? Oui, tout à fait. Dans les prochains jours, on vous enverra le lien vers le replay avec grand plaisir. Voilà. Donc ça sera envoyé par mail
je pense en début de semaine prochaine. Parfait, merci beaucoup. Je crois qu'on a tenu le chrono. Alors, s'il y a encore une ou deux questions, nous restons connectés, donc n'hésitez pas. Merci à tous, à toutes de votre présence aujourd'hui et navré de ce problème de caméra. Bon, heureusement, vous avez les petites photos quand même de Claire, Anne-Marie et Hugues pour les visualiser. Mais surtout, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous si vous avez d'autres questions, à nous solliciter par mail suite à l'envoi de Marie avec le replay. Vous aurez les coordonnées des uns et des autres pour poursuivre les échanges. Donc merci et très bonne journée à tous. Merci beaucoup, à bientôt. Merci. Merci. Bonne journée. Merci.